Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV, en partenariat avec France 24. Le 11 mars 2011, dans le nord-est du Japon, un séisme et un tsunami provoquaient à Fukushima la plus grave catastrophe nucléaire depuis Tchernobyl. Comme en ex-URSS, le Japon a évacué une vaste zone autour de la centrale. Mais contrairement aux soviétiques, Tokyo a tout fait depuis pour reconquérir ses territoires perdus. Les autorités tâchent maintenant de convaincre les 80 000 anciens résidents de ce no man's land de revenir chez eux. Nos correspondants dans la région, Marie Linton, Guillaume Bression, Anaël Royer et Ophélie Diomatrice, ont enquêté sur ces initiatives. Voici leur reportage. Toshiko Ito n'aurait manqué cette journée pour rien au monde. Réfugiée à Tokyo, elle a parcouru 250 km en bus pour assister à la renaissance de sa ville natale. Une journée historique, célébrée par des danses et des drapeaux. Après 6 longues années d'évacuation, la ville de Tomioka, située à seulement 10 km de la centrale nucléaire de Fukushima, rouvre ses portes aujourd'hui. Oh mais c'est toi! Ça faisait si longtemps, tu vas bien? Ça me donne les larmes aux yeux de vous revoir. Et alors, vous n'allez pas revenir vivre à Tomioka? Mais si, je suis là moi, je vais revenir. Revenir vivre à Fukushima ou pas, la question est sur toutes les lèvres. Toshiko Ito, elle a fait son choix. Même si elle a dû faire détruire sa maison ravagée par les années d'absence, elle compte en acheter une nouvelle dans le centre-ville de Tomioka. Les gens de notre âge n'ont que le passé en tête. On aimerait bien revenir ici et pouvoir à nouveau vivre avec les gens de notre ville natale. Mais en fait, on ne retrouvera certainement jamais la joie de cette époque, quand on allait pêcher ou ramasser des fruits dans la montagne. Aujourd'hui, on ne sait même pas si on peut les manger. Même parmi les plus motivés, les réticences sont nombreuses. Pour les surmonter, le Premier ministre en personne est venu convaincre les anciens résidents de faire le pari du retour. Je vous promets que je mettrai tout en œuvre pour la renaissance de cette ville, pour que vous, habitants de Tomioka, soyez fiers d'être nés et de vivre ici. Un discours optimiste qui peine à convaincre. Toshiko sait déjà qu'elle sera bien seule à Tomioka. Dès la fête terminée, la majorité des réfugiés rentreront vers leur lieu d'exil, loin de Fukushima. Après l'accident nucléaire de mars 2011, le gouvernement a évacué 80 000 personnes autour de la centrale de Fukushima. Mais contrairement aux soviétiques, qui avaient laissé la zone de Tchernobyl en l'état, le Japon a tout fait pour reconquérir ce no man's land. Résultat, et contre toute attente, plus de la moitié de la zone interdite a rouvert. Mais ce n'est pas suffisant pour faire rentrer les habitants. En moyenne, seuls 10% des anciens résidents sont revenus habiter chez eux. Il faut désormais repeupler cette région désertée, et pour cela, les autorités et les associations multiplient les initiatives. À une quinzaine de kilomètres de la centrale, Naraha est l'une des premières villes à avoir ouvert. C'était en 2015. Mais 2 ans plus tard, les rues semblent toujours trop calmes. Alors, ces couturières ont retroussé leurs manches. On dirait vraiment qu'il est vivant comme ça. Vous ne trouvez pas? Des poupées à taille humaine, c'est la solution qu'ont trouvée les membres de cette association pour pallier l'absence de voisins. Car seuls 1500 des 7300 habitants de Naraha sont revenus, dont une majorité de personnes âgées. Beaucoup de gens vivent isolés maintenant que tout le monde est parti de la ville. Ils se sentent seuls chez eux, donc ils nous ont demandé de leur faire des poupées pour leur tenir compagnie. Quand on fait des poupées d'enfants, les personnes âgées de la ville les prennent dans leurs bras en disant « que tu es mignon », parce que c'est une ville où il n'y a pas d'enfants, donc ils les aiment beaucoup. Les couturières ont ainsi fabriqué des dizaines de poupées qui occupent le bureau de poste, le commissariat
ou encore certaines boutiques, à défaut de clients qui visiblement ne se bousculent pas. Mieux que des poupées, le district d'Odaka, qui a rouvert en 2016, fait tout pour attirer des habitants en chair et en os. Et mieux encore, des jeunes, une denrée rare dans la région. La clé, c'est de rouvrir les écoles au plus vite. Attends, c'est plus beau comme ça. Makiko et sa fille Onoka n'attendaient que cela pour quitter leur logement préfabriqué et revenir vivre chez elles, à 19 km de la centrale nucléaire. On ne pouvait pas vraiment revenir vivre ici avant la réouverture de l'école, donc on attendait ce jour avec impatience. Le retour des enfants dans des territoires contaminés n'est pas allé de soi, mais les débats enflammés sur leur santé semblent oubliés lors de cette première cérémonie de rentrée des classes. Je suis très heureux que vous puissiez faire vos études ici, à Odaka. C'est un pas en avant, après 6 années de difficultés. Sans ces jeunes, la ville n'a aucun avenir. Mais ils ne sont que 12% à être revenus à Odaka. Et le nombre d'élèves risque de diminuer année après année, faute de nouveaux arrivants. Aucun des enfants avec qui elle était amie avant la catastrophe de Fukushima n'est rentré. C'est la seule. J'aimerais vraiment que ses amis reviennent. À Tomioka, à une dizaine de kilomètres de la centrale nucléaire, les chasseurs ont une toute autre méthode pour faire revenir les habitants. Chaque semaine, ils éliminent les bêtes qui ont proliféré en l'absence des hommes pour ramener un semblant de civilisation dans le no man's land. Les sangliers risquent d'attaquer les gens qui vont revenir habiter ici. En plus, ils dévastent les cultures. C'est un vrai problème pour les fermiers. À Tomioka, la tête des sangliers est même mise à prix. 200 € payés par la municipalité. Il faut dire que les animaux font des ravages. Dans ce temple, c'est un raton laveur qui a sévi. Les ratons laveurs ont détruit la porte et sont entrés par ici. J'ai un peu nettoyé, mais c'est encore dans un sale état. Regardez. Il n'y avait pas ce genre de problème avant. Ils viennent dans les habitations depuis que la population est partie. Aucun de ces animaux chargés de césium radioactif ne pourra être consommé, pas même le sanglier, dont les Japonais apprécient la viande habituellement. Mais la mesure phare pour faire revenir les habitants a été une campagne inégalée de nettoyage de la radioactivité. Des milliers d'ouvriers et des milliards d'euros ont été engloutis pour décontaminer ce no man's land, vaste de 1000 km². Mais les niveaux de radioactivité sont-ils sans danger pour autant ? Une association citoyenne a décidé de prouver, chiffres à l'appui, que les hommes n'avaient rien à faire ici. Là, on est en train de prélever des échantillons de terre. Leur méthode, multiplier les mesures de radioactivité. Aujourd'hui, ils explorent les alentours d'une école de Namie, une ville qui vient elle aussi de rouvrir ses portes. Ici, ils ont décontaminé le sol. On le voit, car la couleur est différente. Ici, la radioactivité est d'environ 1 microsievert par heure, alors que là-bas, c'est 3 fois plus. Comment voulez-vous que les enfants sachent qu'ici c'est décontaminé, mais que là-bas c'est dangereux ? Ici, c'est un quartier qui a réouvert, mais il n'y a absolument personne. C'est une ville fantôme. La moyenne des mesures qu'on a prises cette semaine, c'était 1,7 microsievert par heure. C'est très élevé. La décontamination a généré des millions de mètres cubes de déchets contaminés, visibles partout dans les villes aux alentours de la centrale nucléaire. Sous ces bâches noires, il y a environ 5 étages de sacs de décontamination. C'est inquiétant pour les gens qui habitent ici d'être aussi près de déchets radioactifs. Moi aussi, si j'habitais ici, ça me ferait peur.
Derrière cette grille se trouve le carré le plus contaminé de la zone interdite. La dernière frontière à reconquérir pour les autorités. Pour y rentrer, il nous faut un guide. Ce sera un employé de la mairie d'Okuma. De l'autre côté de la barrière, Yoshiyuki Takeuchi retrouve sa ville, suspendue hors du temps. J'allais très souvent dans ce restaurant. Tout est complètement en ruine, c'est absolument désolant. Je suis vraiment triste. Par rapport à l'apparence de la ville il y a 7 ans, tout est détruit. On se dit, alors c'est ça que ça devient quand il n'y a plus personne? Face aux ravages du temps et aux niveaux élevés de radioactivité, les autorités auraient pu jeter l'éponge. À la place, la ville d'Okuma, située à seulement 5 km de la centrale nucléaire, a adopté un plan drastique. Pour pouvoir rouvrir, elle va déplacer son centre-ville de quelques kilomètres vers la partie la moins contaminée de la ville. On construit ici une mairie et des habitations. Mais il faudra aussi une rue commerçante, un hôpital, une caserne, une poste. On va construire ici tout ce qui est nécessaire à la vie d'une ville. Reconstruire une ville entière donc. Mais pour qui? Takeuchi ne se fait pas d'illusions. Comme dans les autres villes évacuées, seule une petite partie des réfugiés reviendront. Mais Okuma ne sera pas vide pour autant. Alors que la ville est toujours officiellement fermée, 700 personnes y vivent déjà. C'était difficile pour les employés de TEPCO de faire le trajet tous les jours, donc l'entreprise leur a construit des logements ici. C'est vrai qu'on peut se poser la question, pourquoi des employés de TEPCO ont le droit d'habiter ici, mais pas les habitants de la ville? Mais les habitants de la ville ne peuvent pas encore revenir dans ces conditions. À défaut d'accueillir ces anciens habitants, la région est en train de devenir le quartier général des ouvriers et ingénieurs en nucléaire. La preuve aujourd'hui avec l'inauguration de ce laboratoire de recherche dédié au démantèlement de la centrale de Fukushima. Ces expériences, incompréhensibles pour le commun des mortels, doivent attirer la fine fleur des chercheurs japonais, dont Yukihiko Sato, à peine 30 ans, qui n'aurait jamais mis les pieds à une dizaine de kilomètres de la centrale sans ce centre ultramoderne. J'ai écrit ma thèse sur les rejets radioactifs de Fukushima. Donc je suis venu ici parce qu'on m'a dit que je pourrais continuer à travailler sur mon sujet. Le souci, c'est que sa femme n'a aucune intention de le rejoindre à Tomioka. Ce n'est pas tant la radioactivité qui l'inquiète que le manque d'infrastructures. Ma femme est enceinte, mais il n'y a pas de maternité près d'ici. Donc elle reste habitée à Chiba, près de Tokyo. Après plus de 6 années d'évacuation, le Premier ministre et les autorités locales promettent de créer une nouvelle dynamique pour la région de Fukushima. Ils veulent en faire un pôle d'excellence dans le démantèlement nucléaire, un chantier colossal prévu pour durer 40 ans, mais aussi en robotique et dans les énergies renouvelables. Une façon, espère-t-il, d'attirer de nouveaux habitants dans cette région meurtrie. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. À tout de suite. Retour sur le plateau de Code 24. En 11 ans, près de 900 journalistes ont été tués. Dans 9 cas sur 10, les meurtriers restent impunis. Cela serait-il le cas pour Daphne Caruana Galizia? Cette journaliste maltaise a été tuée dans l'explosion de sa voiture le 16 octobre dernier. Elle était connue sur l'île pour avoir révélé de nombreux scandales visant jusqu'au Premier ministre Joseph Muscat, cité dans l'affaire des Panama Papers. Aujourd'hui, l'enquête est toujours en cours pour déterminer qui l'a tuée. Mais une partie de la société maltaise s'élève et craint que ce crime reste impuni. Reportage signé Jean Barrère et Amar El Hamdaoui. Bidnia, un petit village dans les terres maltaises,
C'est ici que la journaliste Daphne Caruana Galizia vivait. Le surnom habituel que ses détracteurs lui donnaient était la sorcière de Bigna, l'attitude médiévale classique des hommes qui, lorsqu'ils ne peuvent pas comprendre une femme, la qualifient de sorcière. Une sorcière que certains ont décidé d'assassiner. Le 16 octobre dernier, alors qu'elle sort de chez elle, une bombe placée sous sa voiture se déclenche. Donc l'explosion a projeté la voiture 80 mètres plus loin de l'endroit où elle était. Essayez d'imaginer, c'était extrêmement violent. Je me rappelle quand j'ai appris l'information, un ami m'a appelé et m'a dit « Je crois qu'ils ont eu Daphne ». Tout le monde était choqué quand elle est morte, mais personne n'a été surpris. La journaliste indépendante avait multiplié les révélations ces dernières années. Panama Papers, scandale de corruption, trafic de pétrole, une blogueuse touche-à-tout très suivie sur l'île qui s'était faite de nombreux ennemis. La société maltaise sous le choc a multiplié hommages et manifestations. Une question revient, comment un tel crime a-t-il été possible? Ses proches se le demandent. Petra était une de ses amies et fidèle lectrice. Chez elle, elle a conservé chacun des magazines que Daphne publiait en plus de son blog. Elle savait que son amie courait des risques. Elle a eu pendant des années des menaces constantes. Sa maison a été incendiée. Ils ont mis des pneus et ont essayé de brûler sa porte, sa maison. Elle était habituée à ça. Elle était constamment menacée. Elle le mentionnait sur son blog. Elle était menacée par email, par lettre. C'était la vie qu'elle menait. La blogueuse ne bénéficiait d'aucune protection du gouvernement. Elle travaillait seule avec un réseau de sources anonymes. 15 jours après, son assassinat fait encore la une du Times of Malta, l'un des principaux journaux locaux. Dans la rédaction, le choc a fait place à l'inquiétude. Toutes les familles des journalistes sont préoccupées par ce qui s'est passé. Bien sûr, c'est inquiétant. Parce que, comme je vous l'ai dit, nous n'avions jamais connu ça. Le journal a mené une enquête auprès de ses lecteurs. Ils sont 88% à estimer que le meurtre de Daphne Caruana Galizia ne sera pas résolu. Il y a eu maintenant 6 attentats à la voiture en 18 mois. Aucun n'a été résolu. Et ça se passe dans un petit pays comme ici, qui est considéré comme l'un des plus sûrs d'Europe. Donc il y a clairement un problème de personnes agissant en toute impunité. Et c'est ce qui inquiète mes collègues et moi-même. Les institutions agissent d'une telle manière qu'il n'y a plus beaucoup de confiance dans la police. Malte, plus habituée à faire la une des magazines touristiques que celle des médias internationaux. 450 000 habitants, une économie florissante, un tourisme en hausse. L'île pourrait aussi être un havre pour pratiques mafieuses. L'opposition maltaise accuse le gouvernement de laisser s'installer la corruption et la criminalité. Dieu nous en garde, ce n'est pas le Premier ministre qui l'a tué, ni même commandité l'acte. Mais clairement, il est responsable à un niveau politique. Ce meurtre survient après toute une série d'événements. Par exemple, le démantèlement de nos institutions publiques qui ne sont plus efficaces, à l'image du commissaire de police et du procureur général, mais aussi de tous ces scandales de corruption qui s'enchaînent les uns après les autres et dont les Panama Papers sont l'apothéose, car ils impliquent des dirigeants au plus haut niveau de l'État. Des accusations portées jusqu'au Parlement européen qui mettent sous pression le gouvernement. Je réfute toutes les accusations outrageuses comme l'idée que ce pays n'appliquerait pas l'état de droit. De telles accusations sont exagérées. J'ai du mal à croire que les journalistes ne se sentent pas en sécurité. Je pense que l'inverse est vrai. Les gens en général et les journalistes se sentent en sécurité à Malte. Un avis que ne partagent pas ces femmes mobilisées pour la liberté de la presse. Elles ont installé des tentes devant le bureau du Premier ministre. Leur requête, la démission du procureur général et du commissaire en chef. Ils veulent pas écouter ce qui se passe dans la rue, et on va camper devant leur bureau jusqu'à ce qu'ils écoutent et qu'il se passe quelque chose. Il y a un problème avec les institutions. Si le gouvernement a quelque chose à cacher, peut-être qu'ils n'ont rien à cacher. Mais on ne le saura jamais parce qu'ils ont la police,
et la justice dans leur poche. Et c'est ça le problème. Donc c'est ce qu'on aimerait, avoir la division, les trois autorités totalement séparées, indépendantes. Oui, ça c'est très important. Sur leur t-shirt, un des derniers posts de Daphné, écrit une demi-heure avant sa mort. Les escrocs sont partout où l'on regarde, la situation est désespérée. C'est ce combat que souhaite prolonger Manuel Delia. Daphné était un exemple pour lui. Il y a quelques semaines, j'ai écrit que le problème avec Daphné Caruana Galizia, c'est qu'il n'y en a qu'une comme elle. Et maintenant, il n'y en a plus une comme elle. Mais je pense que nous avons la responsabilité de continuer son travail. Donc oui, je ressens ce fardeau, cette responsabilité d'être à la hauteur de son travail, et je sais que je ne serai pas à son niveau, mais je ferai de mon mieux. Depuis la mort de Daphné, l'audience de son blog s'est multipliée par 10. Désormais, l'attention s'est portée sur lui, mais Manuel Delia l'affirme, la peur ne l'empêchera pas d'écrire. Quand 50 migrants ont débarqué durant l'été 2016 à Saint-Martory, petite bourgade française de 900 âmes au sud de Toulouse, les réticences ont été grandes dans le village. 43% des habitants ont voté Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle. Un photographe a décidé de réunir habitants et migrants dans des fresques où chacun joue son propre rôle. Dans ce projet photo, eh bien, sont nées des amitiés, de la solidarité, même si certains habitants n'ont pas changé d'avis sur l'immigration. Reportage à Saint-Martory lors du vernissage de cette exposition photo. Alix Le Bourbon, Ala Eddin Salal. Voilà, on est content, on est fiers de sa photo. Allez, on rigole. Chips. Allez, c'est dans la boîte. Gérald a souvent pris son père en photo, mais aujourd'hui est un jour particulier. Le vieil habitant du coin découvre son portrait accroché dans une grange. À ses côtés, d'autres Saint-Martoriens qu'il connaît bien, mais aussi Mahmoud, Mahamat, Adnan, des migrants arrivés dans la région depuis plus d'1 an. Électeur du Front National, Marcel a pourtant accepté de participer à ce projet photo. Pour commencer, je n'étais pas pour l'immigration, pour commencer, pour de diverses raisons que j'ai moi, que je partage avec d'autres aussi. Bien sûr que ça apporte beaucoup de choses, parce qu'eux, ils sont pour rien à cette immigration. Pour convaincre des profils comme celui de Marcel, il fallait toute l'énergie d'un passionné. Ça va? Ça va, Patrick? Ouais, ça va. Patrick Willock a imaginé des mises en scène. Elvira, ça va? Tu as vu? Oui, félicitations. Tu as vu comment tu es belle? Habitants et migrants y jouent leur propre rôle. Du jour au lendemain, dans un petit village à Saint-Martory, il y a 900 habitants, il y a eu 50 migrants qui ont débarqué. Ça fait 6% de la population. C'est comme du jour au lendemain s'il y avait 150 000 migrants qui débarquaient à Paris intramuros. Ça a été un cataclysme. Ils ont eu très peur. Les questions tournaient un petit peu autour de ça. On va être un autre Calais. J'ai pas peur de dire que si ça nous avait pas été imposé, s'il avait fallu voter, je pense qu'on est 15 au conseil municipal, il y avait 14 voix qui se levaient contre, sans doute, quoi. La majorité, on aurait dit non. Chez les autres, d'accord. Chez nous, non. Do you like picture exposition? Ouais, cette exposition, c'est très beau. Ouais, c'est très beau, tout le monde ici est très gentil. Malgré la barrière de la langue, des amitiés sont nées. Adnan s'est vite adapté à la vie rurale, bien loin de son Pakistan natal et de Mingora, une ville de près de 300 000 habitants. Avant d'arriver, j'étais un peu triste. Je me demandais à quoi ma vie allait ressembler ici. Tu passes ta vie en ville, avec plein de bruit, de gens, le métro, etc. Puis soudain tu dois déménager. C'est très étrange. Adnan a dû fuir la vallée du Swat. À cause de sa petite taille, les talibans voulaient en faire un esclave. Pour rejoindre l'Europe, il a traversé l'Iran, la Turquie, la Grèce puis l'Italie, presque 2 mois de marche, et la traversée du terrible fleuve Évros en bateau. Parfois les gens me demandent pourquoi je suis là. Et je leur réponds, qui veut quitter son pays? Qui veut quitter sa mère, son père?
Tout le monde aime son pays. Moi, j'aime ma mère, j'aime mon père, j'aime ma famille. Mais c'est la situation qui m'a amené ici. Une situation qui n'émeut pas Bibiche. C'est moi. Patronne. Dans son café centenaire, la patronne ne digère toujours pas l'arrivée des migrants. Le spécimen de Saint-Martory. Elle fait partie des 43% des habitants du village qui ont voté pour Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle. S'ils pouvaient retourner chez eux, ça serait bien. Mais comme il y a la guerre, c'est pas possible. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire après, là? Ça fait déjà 1 an et demi qu'ils sont là. Ils n'ont pas de boulot. Ils ne sont pas encore en papier régulier. Une fois qu'ils auront leur papier, ils vont aller où? À Pôle emploi. Il y en a déjà plein. Le projet photo avec les migrants n'a pas changé son opinion, au contraire de Gérald. Ce fidèle électeur d'extrême droite depuis sa majorité a complètement retourné sa veste en 2017. Depuis sa participation au projet photo, il se rend régulièrement au centre d'accueil de Saint-Martory. Aujourd'hui, il va apprendre quelques accords à Adnan. Il faut être un peu cohérent. Si on fait un projet comme ça, là, et qu'on vote l'inverse, on se marre à soi-même. Mais c'est ça. J'aimerais que les électeurs, s'ils veulent voter Marine, c'est très bien, qu'ils votent Marine. Mais quand ils vont mettre un bulletin Marine, quelles conséquences? Quelle France qu'ils veulent vraiment? Parce que rejeter l'autre, allez, pourquoi pas? Allez, on jette l'autre. Mais la misère, ça peut être dans 10 ans pour nous, ou dans 20 ans, on peut avoir très bien une guerre. Une amitié née d'une cohabitation forcée. À Saint-Martory, ce projet photo a permis d'apaiser les tensions. Là, on est au Mexique, là. Ouais. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. À tout de suite. Retour sur le plateau de Code 24, c'est un nouveau visage dans la campagne présidentielle en Russie. Et depuis qu'elle a annoncé sa candidature, elle fait beaucoup parler d'elle. Ksenia Sobchak, 36 ans, égérie mondaine, journaliste et animatrice de télévision. Elle affirme être la candidate contre tous, y compris contre Vladimir Poutine. Le président russe qui n'a pas encore annoncé sa candidature, mais celle-ci laisse peu de place au doute. Mais l'étiquette de candidate d'opposition, de celle dont la famille est liée à Vladimir Poutine, soulève des doutes. Certains accusent Sobchak de faire le jeu du Kremlin. Notre correspondante à Moscou, Elena Voloshin, a suivi les premiers pas de sa campagne et décroché une interview exclusive. Devant le théâtre de la Dubrovka à Moscou, les proches des victimes et les survivants de la prise d'otage d'il y a 15 ans sont réunis pour commémorer cette tragédie. Сегодня мы чтим память 130 погибших при штурме. Простите нас за то, что по-прежнему не найдены и не наказаны виновные. Incriminé par les familles pour sa gestion de l'assaut des forces spéciales aux conséquences fatales pour les otages, Vladimir Poutine est aux abonnés absents. C'est une candidate à sa succession qui fait son apparition 1 heure après la fin de la cérémonie. Bonjour, je suis heureux de vous voir. C'est dommage que vous ne soyez pas venu à l'heure. Notre cérémonie a eu lieu à 10 h du matin. Vous savez, j'ai fait exprès de venir plus tard, pour ne pas attirer l'attention. Oh, l'attention, vous n'y échapperez pas. D'autant plus que vous êtes déclarée candidate à l'élection présidentielle. Son interlocuteur avait juste. Ksenia Sobchak est désormais la cible numéro 1 des caméras. Et en professionnelle, elle maîtrise parfaitement l'exercice. Pensez-vous que Vladimir Poutine porte la responsabilité des 130 morts de la Dubrovka? J'estime que tous ceux qui ont participé à cette opération en portent la responsabilité. Critique, parfois virulente, du système, Ksenia Sobchak rejoint l'opposition à l'hiver 2011-2012, dans la rue, aux côtés d'une foule qui manifeste contre les fraudes électorales. Vladimir Poutine devient alors président pour un 3e mandat. Ksenia Sobchak
une journaliste d'opposition. Mais elle reste aussi une égérie mondaine qui anime émissions de divertissement et de télé-réalité. Une étiquette dont elle voudrait aujourd'hui se débarrasser. Dire que je suis la Paris Hilton russe, c'est ne rien comprendre à la Russie. Si vous posez la question à n'importe quel Russe aujourd'hui, il vous dira que je suis une journaliste d'opposition, quelqu'un qui fait de grandes interviews et pose les questions qui fâchent à Vladimir Poutine lors des conférences de presse. Sa relation avec Vladimir Poutine, c'est justement ce qui fait polémique. Car Ksenia Sobchak, c'est avant tout un nom, celui de son père, Anatoly Sobchak, ex-maire de Saint-Pétersbourg, chez qui Poutine débuta sa carrière politique. Poutine était son vice-maire, ils travaillaient ensemble. Moi j'avais 10 ans à l'époque, je ne me souviens absolument pas des gens qui travaillaient avec mon papa. Pour moi, c'était juste des messieurs avec des costumes gris qui rentraient avec lui du travail et s'enfermaient pour parler dans son bureau. Je n'ai pas choisi ma famille, mais j'ai certainement choisi mes opinions. Toute l'histoire de ma famille démontre une fois de plus que les jeunes gens de la nouvelle génération aspirent à autre chose. Ils veulent rompre avec le système bâti avant eux par la génération précédente. Une rupture à laquelle certains ont du mal à croire. Car contrairement à Ksenia Sobchak, l'opposant numéro 1 en Russie, Alexei Navalny, est boycotté par les médias d'État. Allant d'arrestation en procès, sa candidature a été invalidée par la commission électorale. Alors, jusque dans l'entourage de Ksenia Sobchak, on la soupçonne d'être adoubée par le Kremlin. Yulia Taratuta est rédactrice en chef d'un site web féminin et collègue de Sobchak sur une web télévision d'opposition. Vladimir Poutine, c'est la seule personne en Russie dont dépend réellement la participation d'autres candidats que lui-même à la campagne présidentielle. Et lorsqu'il a été questionné sur Ksenia Sobchak, il a répondu aux journalistes qu'il n'était pas contre. Donc nous avons conclu que l'autorisation avait été accordée. Poutine et son administration cherchent des moyens d'animer cette campagne, de la rendre moins morne, moins ennuyeuse, et faire en sorte qu'elle ne sente pas la naphtaline. Et manifestement, ils ont choisi Ksenia Sobchak comme nouveau visage. Mais pour s'enregistrer comme candidate, Ksenia Sobchak doit d'abord récolter 300 000 signatures. Son QG moscovite n'est pas fini d'être installé, mais la machine à faire campagne est déjà lancée. Le conseiller politique Vitaly Shklarov a coaché les campagnes de Barack Obama et Bernie Sanders. Nous misons surtout sur les nouveaux médias, les contenus et Internet, où nous allons propager une image dynamique, celle d'une jeune femme moderne. Cette campagne sera postmoderne parce qu'on ne peut pas gagner avec des méthodes standards face au Kremlin. Candidat d'antisystème ou pion sur l'échiquier du Kremlin, en Russie, les ambitions de Ksenia Sobchak n'ont pas fini de diviser l'opinion. Le président américain Donald Trump dit des antiracistes qu'ils sont tout aussi violents que les néo-nazis. Des jeunes vêtus de noir, encagoulés et parfois munis d'objets contondants qui veulent en découdre avec l'extrême droite. Leur nombre a cru de manière exponentielle depuis la prise de fonction du président républicain. Ils forment des groupes qui vivent souvent dans des communautés alternatives et qui se déplacent au gré des événements. Action, coup de poing et accrochage avec les néo-nazis. Ces activistes n'aiment pas les médias, mais certains nous confient ce qui les anime. Reportage signé Gallagher Fenwick. Parce que ses méthodes et son idéologie sont radicales, le mouvement Antifa est l'un des courants les plus controversés de la vie politique américaine. Ces activistes qui se disent anarchistes fonctionnent en vase clos. Ils tolèrent rarement les caméras et peuvent se montrer très agressifs lorsqu'ils sont filmés. Ceux qui acceptent de nous parler affirment que les néo-nazis se sentent pousser des ailes depuis que Donald Trump est au pouvoir.
Ils ont le sentiment d'avoir à nouveau la voie libre. Ils n'ont pas été condamnés. Au contraire, on leur a dit que ce sont des gens bien. Ce jour-là, les organisateurs d'une marche célébrant la race blanche annulent leur rassemblement. Les contre-manifestants crient victoire. If anybody was ever designed to kick Nazis' ass, it would be them folk. C'est un succès remporté par l'antifascisme qui serait un mouvement en pleine expansion. C'est l'avis de Lacey McCauley. Je pense que beaucoup de personnes ont fini par quitter leur canapé et lâcher leur téléphone parce que c'est vraiment important de s'opposer aux néo-nazis, à ceux qui prônent la suprématie blanche et au Ku Klux Klan. Lacey McCauley et d'autres activistes vont parcourir près de 500 km à vélo. Cela doit servir à communiquer sur la lutte qui est en cours d'après eux. C'est notre manière de faire prendre conscience aux gens que la répression est une réalité dans ce pays. Si on ne s'y oppose pas, on pourrait voir l'avènement d'un fascisme américain. Ça aussi, c'est de l'activisme et de l'antifascisme. Les photos qui sont postées permettent également à ces antifas de changer leur image de marque. Ils ont rarement bonne presse dans les médias. On a une certaine image dans les médias, mais la réalité, et ça les gens qui nous connaissent le savent, c'est que ce que l'on fait dans la rue, même quand c'est violent, c'est uniquement dans le but de protéger nos communautés. Le mouvement Antifa aux États-Unis s'inscrit dans la continuité de son prédécesseur des années 20 en Europe. C'est la théorie que Mark Bray développe dans un ouvrage qu'il vient de publier. Il est devenu une autorité sur le sujet et se décrit comme un écrivain engagé. Pour ma part, je ne suis pas un organisateur antifasciste, mais je déteste le fascisme. L'auteur expose les raisons derrière le recours à la violence pour lutter contre le fascisme. Pour les antifascistes, l'autodéfense est nécessaire dans la bataille contre le fascisme. Dans les années 30 et 40, c'était une lutte à la mort. À cette époque, en Europe, la violence contre le fascisme et le nazisme était légitime. Les antifascistes arguent que pour éviter ce scénario, il faut les empêcher de s'organiser, de s'exprimer, et ne pas attendre d'en arriver à une guerre civile. La confrontation physique n'est pas du goût de Laura Sennett. Son surnom, l'agent CIA de l'Antifa. Son arme de choix, c'est son ordinateur. Elle s'est spécialisée dans l'identification des extrémistes de droite, photographiés dans leur rassemblement. Sur Internet, elle récupère leurs informations privées, elle les rend parfois publiques, dans le but de les intimider. C'est très puissant. C'est un peu comme de montrer ce qu'il y a dans les sous-vêtements d'une personne. Ce sont des informations très personnelles et embarrassantes. Donc nous nous devons de traiter cela avec beaucoup de prudence. Suite aux violences de Charlottesville, les informations des personnes ciblées par cette pratique ont été données à la police. Quelques-uns de ces types ont été arrêtés. Ils ont été extradés vers Charlottesville et certains d'entre eux sont désormais derrière les barreaux. Il est difficile de mesurer la popularité ou la croissance des différentes facettes d'un mouvement au sein duquel l'anonymat et le secret sont de mise. En réalité, le terme Antifa est une étiquette ou une bannière dont certains s'affublent pour manifester. Moi, ce que je fais, c'est que je me pointe à des endroits et je mène diverses actions au nom de l'antifascisme. Ce n'est pas une organisation centralisée, il n'y a pas de chef. Il y a certes des gens qui se réunissent en chapitres, qui discutent de comment stopper le fascisme dans leur quartier, mais il n'y a pas de comité central ou de président de l'Antifa, ou même de carte de membre. Beaucoup de ces activistes estiment que la présidence Trump a radicalisé le camp conservateur
et provoquer son glissement toujours plus à droite. Cette logique s'applique désormais clairement également pour une partie de la gauche américaine qui est devenue plus extrémiste. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. À tout de suite. Retour sur le plateau de Code 24. Contrairement à ses voisins dans la région, et notamment à la Tunisie, le Maroc a été épargné par le terrorisme ces dernières années. Aucun attentat n'a eu lieu dans le pays depuis 6 ans. Pourtant, la fréquentation touristique continue de chuter. En France, même si le Quai d'Orsay a classé le Maroc parmi les pays les plus sûrs du monde, les touristes français hésitent à se rendre dans le royaume chérifien. Reportage de nos envoyés spéciaux dans la célèbre station balnéaire d'Agadir, Sarah Doublier et Jean-Marie Lemaire. Agadir et son soleil de plomb en plein hiver. Malgré ses 300 jours d'ensoleillement annuel, c'est toute la station balnéaire qui tourne au ralenti. La plage principale est désertée par les touristes. Sur la corniche, les clients se font rares. On a baissé de 30% les tarifs de jet ski. Mais ce n'est pas juste pour la concurrence, c'est à cause il n'y a pas assez de clients. En 2015, les agences de voyage annonçaient une baisse de 45% de la fréquentation touristique au Maroc. Une chute palpable depuis près de 3 ans. C'est pas comme les années passées. Maintenant, c'est la crise partout. Craignant pour leur sécurité, les vacanciers français qui formaient alors le quart des touristes annuels ont massivement boudé le royaume chérifien. Pas de quoi inquiéter ces irréductibles. Les gens nous disent de France, quand on s'en va au Maroc, mais vous êtes fous, vous n'avez pas peur de tout ce qui se passe? Mais je dis non, on ne vit plus à ce moment-là. Des terrasses désespérément vides. La multiplication des attaques meurtrières de Daesh dans la région a impacté directement l'emploi local. Ici, le chômage touche tous les corps de métier. Ce qui s'est passé en Tunisie et à Paris a fait que le tourisme n'est plus comme avant. Maintenant, les touristes ont peur du terrorisme. Ici, beaucoup de gens vivent du tourisme, mais le secteur connaît une baisse. Vraiment, ce n'est plus comme avant. Pourtant, le tourisme au Maroc est le deuxième secteur pourvoyeur d'emplois. Ce jour-là, un seul client est en terrasse chez Alain et Myriam. En plus de 30 ans, ce couple de restaurateurs a traversé de nombreuses baisses d'activité. Mais cette année, la situation est inédite. Il y a eu des baisses chaque fois qu'il y a eu un problème à l'international, la guerre en Irak, des trucs comme ça, ou le 11 septembre. Puis c'est reparti, mais là ça traîne un petit peu trop, et puis bon, on diminue les achats, et puis on met le personnel en congé autant que possible, et puis on essaye de tenir le coup en attendant que ça redémarre. Nous sommes tous dans la même galère maintenant. Beaucoup de commerces sont à vendre, les bazars ont fermé, 200 bazars ont fermé, et tout le monde souffre. Tout le monde. Une réalité du terrain morose qui semble échapper aux officiels. Le ministère du Tourisme avance même un chiffre étonnant. Les arrivées touristiques n'auraient chuté que de 1% l'année dernière. Je ne sais pas si c'est une chute, mais c'est une régression de moins 1%. Étant donné les événements qui se sont produits dans la région, pour nous c'est une réalisation. De leur côté, les opérateurs touristiques ont conscience du problème, loin du discours officiel. Malheureusement, quand l'image est tronquée, quand l'amalgame est installé et qu'il n'y a pas une communication agressive, de montrer le Maroc comme il est, en marche, souriant, avec ses valeurs, son authenticité, sa sécurité, il y a une baisse de 20 à 30% que nous vivons aujourd'hui. Multiplication des patrouilles, contrôle aux abords des restaurants, la sécurité a été renforcée pour rassurer les touristes. Parmi les premiers à reprendre le chemin du Maroc, les amateurs de camping-cars. Pour la plupart, fins connaisseurs du pays. Après une sérieuse baisse des fréquentations ces 2 dernières années, à Tarazout, dans le sud du Maroc, le camping Terre d'Océan reprend peu à peu des couleurs.
Voilà une petite signature. Emmanuelle est gérante de l'établissement depuis 7 ans. Et à son grand bonheur, les arrivées se succèdent depuis quelques jours. Car après l'assassinat en Algérie du guide de haute montagne Hervé Gourdel, elle a bien constaté l'hésitation des voyageurs à se rendre au Maroc. Cette année, c'est un petit peu pareil. Ils attendent de voir comment ça se passe, si tout est calme, s'il n'y a rien d'alarmant. Et puis après, ils arrivent. Et là, ils arrivent tout de suite. Là, ils arrivent. Cela fait 8 ans que cet Aveyronnais passe ses hivers au Maroc. Pourtant, cette année, Alain a eu plus de réticence à prendre la route. Avec tous les événements qui se passent en France, qui se sont passés, les médias qui en rajoutent certainement un peu aussi. Donc il y a une psychose. Dès qu'il y a quelque chose en France, ça y est, c'est un terroriste. On n'entend que ça. Alors qu'au Maroc, c'est calme, depuis qu'on est là. Le Maroc, dernière destination touristique du Maghreb accessible pour ses voyageurs, arrivés de toute l'Europe pour profiter de l'hiver, loin de l'angoisse sécuritaire. Depuis une décennie, le Maroc ne ménage pas ses efforts pour passer de pays producteurs à pays créateurs de mode. Financé par l'AMIT, l'association marocaine des industries textiles et de l'habillement, et l'agence française de développement, la Casa Moda Academy, l'école de mode la plus créative du continent africain, s'inspire de la pédagogie mise au point par l'atelier Chardon-Savard à Paris. Reportage à Casablanca auprès de la génération des créateurs et créatrices de demain. Des étudiantes et des étudiants qui hurlent à tue-tête à l'issue de la présentation de fin d'année de leurs travaux. Une situation normale, banale? Non. Ici, au Maroc, l'événement est exceptionnel. Nous sommes à Casablanca, dans les locaux de l'école de mode la plus créative du continent africain, la Casa Moda Academy. L'établissement existe depuis maintenant 7 ans et c'est la réponse donnée par l'AMIT, l'association marocaine des industries du textile et de l'habillement, à la profonde mutation du secteur. Le secteur textile jusque-là était un secteur qui vendait essentiellement de la sueur. Et nous avons décidé de passer, je dirais, de l'économie de la sueur, de l'effort à l'économie de la mode. Et il faut d'abord créer un produit avant de le fabriquer et de vendre. Le transfert des savoir-faire culturels, c'est beaucoup plus compliqué que les savoir-faire d'ingénieurs techniques. Donc il a fallu commencer par un projet structurant, une école, c'était la base de tout. Le Maroc a souvent été vu comme une terre d'inspiration pour des grands créateurs. On aimerait bien que le Maroc devienne une terre de créateurs. Côté finance, l'école est soutenue par l'État et les industriels marocains, ainsi que par l'Agence française de développement. Concernant l'enseignement, la pédagogie de la créativité a été mise au point par l'école parisienne, l'atelier Chardon-Savard. Ce qu'on recherche surtout, nous, à l'atelier Chardon-Savard, c'est à développer des univers personnels des étudiants. Et ça nous permet de présenter des collections très différentes les unes des autres. C'est-à-dire qu'on travaille en réalité sur la qualité de leur process créatif et pas du tout sur l'esthétique de leur collection. Puisque, en principe, ce sont eux qui vont inventer la mode de demain, pas nous. Les étudiantes et les étudiants viennent de toutes les régions du Maroc, sans restriction concernant leur choix vestimentaire. Souvent on me pose cette question, donc combien as-tu d'étudiants de voilés? Et je réponds toujours, mais je n'en sais absolument rien parce que je ne le vois pas. Et on est dans une école où quand même on essaie de garder des valeurs qui sont très importantes, c'est la liberté, c'est la tolérance et c'est la bienveillance, parce que pour pouvoir créer, il faut absolument être dans la plus grande zénitude, je dirais, sérénité, et qu'il faut absolument oublier tout ça. Donc non, ça pose aucun problème, bien au contraire. Même si le roi Mohamed VI appelle de tous ses vœux pour 2021 une industrie textile forte, le métier de créateur de mode n'est aujourd'hui au Maroc absolument pas valorisé. La grande difficulté pour les étudiants, c'est que leur famille accepte leur choix. Lui, on n'avait aucune idée parce que nous, on a voulu qu'il soit ingénieur ou médecin, ces idées-là. Mais il a d'autres passions, donc on va respecter sa passion. Donc, au début, il ne faut pas imposer à nos enfants, il faut leur laisser le choix de faire ce qu'ils veulent. Le père et toute la famille d'Othman n'ont pas hésité à l'accompagner à Marrakech pour acheter les tissus qu'il souhaitait pour sa collection qu'il a intitulée Mutation. Vous avez remarqué mes pièces, ils ont vraiment un caractère assez fort. Donc le fait de confronter les difficultés dans la vie, ça nous permet de devenir plus fort. On peut avoir de la confiance en soi et tout. Bon. C'est ça le message derrière. Au premier rang, une invitée de marque à l'œil particulièrement affûté.
Olivia Douchez est première d'atelier, autrement dit, elle ne rate rien sans bouder son plaisir. Quand on voit qu'il y a un fil conducteur, que dans les looks, il y a des petites choses qui se répètent, mais ce sont des choses qui sont à peine perceptibles. On sent qu'il y a une cohérence et tout. Et c'est là où on sent que la collection elle a vraiment été étudiée, que le thème est respecté. Tout est dans le détail. Tout est dans le détail, c'est ça que j'aime. Contrairement aux seniors qui développent des créations personnelles, les premières années travaillent toujours sur des thèmes imposés pour se faire la main. Et cela n'a aucune importance si ce collier est importable. Ça empêche un peu les rapports humains trop proches. Oui, sincèrement, quelque part ça m'arrange. Je me sens protégée. En fait, ça pique. C'est très piquant, donc gare à celui qui s'approche un peu trop. La pédagogie créative pratiquée à la Casa Moda Academy incite les étudiants à porter une réflexion singulière sur la société dans laquelle ils évoluent pour se forger leur propre vision du monde. Je me suis inspirée par Corto Maltese. C'est des dessins animés. Mon univers, c'est androgyne. Genre androgyne, moi je vise les deux sexes, hommes et femmes. Donc mes silhouettes, je l'ai créé pour les femmes et pour les hommes en même temps. Après Sarah l'androgyne, place à Zineb, la féministe, et ses slogans accrocheurs, les cerveaux sont les nouveaux seins. Il y a une petite définition du féminisme sur ma robe transparente au cas où les hommes voudraient regarder, parce qu'ici au Maroc, on a du mal à s'assumer autant que femmes libres et actives. Donc comme vous le voyez bien, le féminisme est une personne qui croit dans les droits sociaux, politiques et économiques. Donc voilà, c'est l'égalité entre hommes et femmes ici au Maroc, ce qui n'existe pas encore. Et voilà, je défends cette cause et j'aimerais bien la défendre jusqu'à la fin. Il faut que ça change et qu'on commence aujourd'hui. Et qui porte les tenues conçues par les étudiantes? Des étudiantes. Les budgets de l'école ne lui permettent pas d'engager des mannequins professionnels. Nous avons besoin de croire, d'avoir de l'espoir, parce qu'aujourd'hui, on a de moins en moins d'espoir. Et ce genre d'école, il nous donne à nous beaucoup d'espoir pour le futur. On en a besoin, nous en avons vraiment besoin, donc c'est tant mieux. Les étudiants de la Casa Moda Academy ont accès aux bons outils pour s'intégrer dans les filières internationales. Les industriels auront, eux, encore un effort à faire, apprendre à les accompagner. Car diriger un créatif, ce n'est pas toujours évident. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de nous avoir reçus chez vous. Très bonne suite de programmes sur notre antenne et je vous dis à la semaine prochaine.